Bonjour, bonsoir, ça va? Alors, j'adore commencer mes intros comme ça, je crois que ça va devenir un truc qui va être toujours comme ça. Alors, le cinéma a un problème. Voilà, je tenais à le dire. Voilà. En tout cas, le cinéma en France a un problème. Et j'aimerais évoquer ce problème. Alors, j'ai perdu un grand intérêt pour le cinéma assez récemment. C'est trop bizarre ce que je vais vous dire, mais... Oh putain, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, j'ai fait n'importe quoi. Non, attendez. J'aime trop vous demander d'attendre à chaque fois. Ma grosse passion. Bon, j'ai un peu fait de la merde hein, en voulant recoller mon micro, mais bon, c'est pas grave. C'est pas... On va pas mourir. Hein. Alors, oui, le cinéma a un problème. Le cinéma français a un problème. Et je crois que j'arrêterai pas de le marteler. Mais en fait, le système du cinéma est un gros problème. Pour la simple et unique raison qu'en fait, il ne permet pas la pluralité des cinémas. Il n'y a qu'un seul cinéma. Et je crois que je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, mais je vais quand même le répéter parce que je pense que c'est important. En tout cas, cet épisode est dédié à ça. Donc si vous m'avez déjà entendu râler, bah, soit vous avez envie de me entendre râler et d'accord, bah, passer un bon moment, ou alors si vous pouvez changer d'épisode. Mais bref, moi je pense que voilà. Actuellement, quand je dis que le cinéma a un problème, c'est tout simplement parce que, en fait, je trouve qu'il n'y a aucune pluralité en France. Ou en tout cas, si la pluralité existe, elle n'est pas assez mise en avant. Et en fait, elle passe par toujours les mêmes circuits. En fait, on va pas valoriser du tout un film qui va faire peu d'entrées. On va pas valoriser non plus un film qui va être fait par des circuits un petit peu hasardeux. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, pourquoi on s'amuse à célébrer certains réalisateurs, réalisatrices, par exemple américains, qui ont littéralement fait des films par des circuits un petit peu hasardeux, voilà, le terme va être dit, ou alors sur leurs propres moyens, leur propre budget, leur propre argent. En fait, ces films-là vont être vus, ils vont être célébrés, et on va dire, waouh, mais les mecs, quoi, waouh, des génies. Ici, en fait, on est considérés comme des petites merdes si on a l'audace d'autoproduire son film, ou de passer par des circuits hasardeux, je le redis. En fait, genre, soit c'est plus d'époque, et c'est un vrai problème, soit, en fait, on va toujours trouver des trucs à dire de ça. Parce que, je sais pas, le français moyen déteste le cinéma, je pense. C'est quand même cocasse pour un pays qui a inventé le cinéma, d'autant détester le cinéma français. Moi, je trouve ça magnifique. Mais genre, magnifique dans le mauvais sens du terme. En fait, ce qui me, ce qui me dérange, comme je disais, c'est le manque de pluralité. Pas que il n'existe pas des cinémas pluriels, ça c'est pas le cas. Il existe différents types de productions, différents genres, différentes histoires. C'est possible de trouver un cinéma très original euh, qui va sortir en salle. Par contre, pour pouvoir y arriver, il faut malheureusement devoir faire ses preuves et aussi passer par certains circuits qui contraint énormément. C'est-à-dire, il y a du temps, il y a une nécessité de rentabilité parfois. Et je pense, et des fois même on passe par des circuits autres, c'est-à-dire par exemple, je vais aller vérifier, mais je crois que le film que je vais citer, il a bien été produit aussi par la Belgique, je suppose. Bah ouais, je suppose que c'est ça, hein, produit aussi par la Belgique. Attends, quand ils disent franco-belge, peut-être que c'est pas produit par la Belgique, mais oui, c'est pour une production belgique. Donc en fait, c'est ça, voilà. En fait, la plupart du temps, la Belgique vient à notre secours pour certains films. Et le film que j'avais cité, par exemple, c'est Les Reines du Drame, du coup, qui est devenu un peu l'exemple de ah, mais vous voyez, on peut faire des films différents, vous voyez, on peut. Et comme à l'époque, quand Grave s'est sorti, pareil, c'était la Belgique qui avait sauvé le film. Donc en fait, c'est pas la France
qui... la France, si, il y a une production française, certes, mais, mais c'est un autre pays qui permet au film d'exister. Genre, par exemple, Grave a été tourné en Belgique, puisque je crois qu'il y avait nulle part où c'était pouvait être tourné ici. Enfin, voilà. C'est des conneries comme ça. Et en fait, il y a aussi d'autres films, genre, bon, même si je crois qu'ils sont belges. Kate Forzani, je crois qu'ils sont franco-belges, hein. Couple de réalisateurs français vivant à Bruxelles. Ouais, du coup, non, ça, ils sont français. Mais du coup, eux, pareil, leurs films, ils sont tout que par la Belgique ou franco-belge. Voilà. Et après, est-ce que vous voyez leurs films, franchement? Est-ce que vous voyez de la promo et tout? Genre, je pense qu'il y a eu un mini tapage médiatique avec les Reines du Drame parce que voilà, c'était un peu zinzin et que ça a été à la semaine de la critique. Mais maintenant, Julia Ducournau, on parle d'elle. Mais genre, Kate Forzini, par exemple, on parle pas vraiment d'eux. Et leur film, le film qui est sorti l'année dernière, j'ai vu une pub dans les trucs à Paris, là, vous savez, les trucs ronds, là, l'espèce de... Pas des kiosques, mais vous voyez, qui ressemblent à des kiosques, enfin, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas le nom. Et genre, j'ai vu ça, j'ai fait un mode, mais ils ont sorti un film là. J'étais même pas au courant. Et voilà. Je l'ai même pas vu au cinéma, je l'ai loupé. Voilà. Alors pourtant, c'est des gens que j'aime bien, mais genre, je les ai loupés. Et en fait, on met beaucoup en avant certains types de productions qui soit ont prouvé qu'elles allaient marcher, soit, soit je sais pas, c'est pour se donner un espèce de... comment on peut appeler ça? De... de validité. Enfin, je sais pas, genre en fait en mode ah bah oui, bah on a produit le film de, je sais pas, on va dire une meuf random. Et bah voyez, on fait des films qui sont faits par des femmes, hein, et puis voilà, et ils vont un peu faire pousser le film. Mais même ça, je pense que ça marche même plus. Je pense en fait, genre, ça a marché un temps, et là ça marche plus. Il y a, comme chaque année, ils sortent le truc là. Il faudrait que j'ouvre mes onglets avant de commencer à enregistrer. Combien de films réalisés par des femmes à Cannes 2025? Alors, le festival de Cannes, nanana, objectif des yeux, 31% des films sont réalisés par des femmes, un record qui ne signe pas la parité. C'est pas comme si les femmes faisaient pas de films, hein, mais bon, voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire, hein. C'est pas parce que tu donnes la palme à une femme, un de ces quatre, que voilà. Bref, tout ça pour dire que, et parmi ces femmes, si on commence à réfléchir à lesquelles sont racisées, là, on va biper, hein. Euh, le cinéma a un problème. Voilà. Et le cinéma a un problème parce qu'en fait, il vit dans un vieux monde. Et en fait, je trouve ça dommage, toutes les avancées qu'il y a eu au sein de... Comment on peut dire? Au sein du cinéma, je veux dire depuis le début du cinéma, on parle des Frères Lumière, on parle de Georges Méliès, on parle de Alice Guy, on parle de tous ces gens-là, des premiers temps du cinéma, qui en fait ont fait évoluer le cinéma au point où en fait chaque nouveau film était une invention, à chaque nouveau film devenait quelque chose, un événement. Vous voyez? Quand on regarde l'histoire du cinéma, on se dit waouh, c'est une dinguerie. Et depuis quelques années, il y a absolument plus rien. Genre, en fait, moi personnellement, ça me surprend plus. Le cinéma me surprend plus. Je crois qu'il me surprend plus depuis les années 80. Enfin, genre, t'arrives aux années 80, tu dis ok. Et après? Alors oui, il y aura toujours un événement, c'est-à-dire, genre, par exemple, je sais pas, dans les années 90, tu vas avoir Matrix et on va dire waouh! Et genre, ou alors, je sais pas, il y avait quoi comme film? Je sais pas. Mais j'ai pas d'exemple en tête qui me vient. Parce que je prépare pas mes podcasts, donc j'ai pas d'exemple. Voilà. Mais genre, c'est pas parce qu'il y a un événement que ça crée un mouvement, vous voyez. Alors que pourtant, il y a une longue période de cinéma où chaque
il y avait des événements, il y avait des avant-gardes, il y avait des, des groupes, des collectifs qui se faisaient, qui se créaient et qui nous permettaient, à nous, le peuple, de voir un cinéma pluriel et surtout permettaient un cinéma pluriel. Dans le sens où, en fait, eux, ils arrivaient, ils disaient, les gars, on va faire un truc. Et en vrai, ça passe ou ça casse, on s'en bat les couilles. Et genre, ils le faisaient. Maintenant, avec le recul, on dit, putain, les génies. Mais à l'époque, ils devaient être vus comme des bêtes de foire. Et genre, c'est ça qui fait leur lettre de noblesse, entre guillemets, à l'heure actuelle, sur certains mouvements. Quand je parle des avant-gardes, c'est les, les avant-gardes. Il y en avait plusieurs, hein, des avant-gardes, c'est pour ça. Surtout dans le monde du cinéma. Avant-garde des années 20, notamment. La première avant-garde, en fait, voilà. La première avant-garde, c'est les années 20. Et c'était l'impressionnisme français. Voilà, j'étais en train de chercher le terme. L'impressionnisme français, en opposition avec l'expressionnisme allemand. On connaît, on connaît. Et en fait, genre, c'est le moment où, genre, t'as. Bah, pour les gens qui connaissent pas trop ce monde, en fait, c'est un mouvement. Du coup, la première avant-garde, c'est un mouvement qu'on a du coup intitulé l'impressionnisme et qui est un peu genre. Bah, que c'est assez radical comparé à ce qu'on voyait à l'époque. On me rappelle les années 20, ça reste quand même il y a longtemps. Et c'est c'était assez novateur en fait et assez surprenant ce qu'on proposait. Bon, il y a certains films qui sont relativement connus. Enfin, certains noms qui sont assez connus, enfin certains réalisateurs, parce que du coup il y a des cinéastes. En fait, c'est simple, l'avant-garde, la première avant-garde, donc l'impressionnisme. Vous voyez la nouvelle vague pour les gens qui connaissent mieux. Et ben en fait c'est la nouvelle vague d'avant. Et c'est un peu la même énergie, genre il y avait des mecs et une meuf. Donc en fait t'avais Louis Deluc, Germaine Dulac, c'était la meuf de service, Marcel L'Herbier, Abel Gans, René Clair, Jean Epstein. Et genre, moi personnellement, j'adore Jean Epstein. Genre, il a fait plusieurs films que j'aime beaucoup. Marcel L'Herbier, je l'aime beaucoup aussi. Je vais vous citer quelques films de ces gens-là. Parce que René Clair, j'aime beaucoup. Germaine Dulac aussi, attends, Germaine Dulac, elle a fait quoi déjà? Germaine Dulac. Elle a fait un film qui était banger, je crois. Attends. Je vais juste aller voir sur page Wikipédia parce que j'ai un doute sur le titre du film et je veux pas dire de la merde. Si ça vous intéresse, ça tombe à l'Opéra Chaise. Putain, c'était quoi le film? J'ai oublié. Ça doit être La Fête espagnole, je crois. Je crois que c'est celui-là, La Fête espagnole, sorti en 1920. Ça doit être ça, ouais. Soledad est convoitée par deux hommes et leur propose un combat pour que le plus fort gagne. Banger. Ça doit être ce film-là, je pense, que j'ai vu. J'ai un doute, mais je crois que c'est ce film-là. Louis Deluc, lui, je me souviens plus. Euh... Ah bah oui, c'est parce que c'est ça. Et oui, d'accord, ok, c'est parce qu'il était scénariste de La Fête espagnole, c'est pour ça que je me rappelle de ce film plus que d'un autre. Euh, Louis Deluc, je crois que ses films, je les ai oubliés. Voilà, ça c'est fait. René Clair. Lui, il a vécu longtemps, René Clair. Hein. 81. René Clair, qu'est-ce qu'il nous a fait? Entracte, voilà, ça c'est connu. En fait, René Clair, il est connu surtout pour Entracte et Paris qui dort. Entracte, c'est assez célèbre. Les gens qui ont fait une école de cinéma l'ont vu. Si vous l'avez pas vu. Qu'est-ce que je vous dis. Après, il est parti aux US et tout. Retour en France. C'est bien, il a fait pas mal de choses. Hein. Entracte, oui. Entracte, c'est un film qui est une suite de scènes surréalistes, comme ils disent.
Le film est clairement divisé en deux parties. Le premier se passe principalement sur le toit et aux alentours du théâtre des Champs-Élysées. La deuxième est l'enterrement et la poursuite folle du corbillard qui s'ensuit. C'est surtout connu pour cette partie-là, plus que pour le reste. Le truc du corbillard, là, c'est un peu. C'est surréaliste. C'est le mouvement. Ils disent que c'est le genre dadaïste. Voilà, ils disent que c'est dada. Dada. J'adore le terme dada. Genre, c'est. Bref. Les petites rêves et tout. Paris qui dort, c'était un truc que j'aimais bien aussi. Paris qui dort, faudra le projeter, ça peut être sympa, il est sympa celui-là. Donc René Clair, on l'a vu. Abel Gance, il est connu surtout pour la roue, évidemment. Mais je peux peut-être me panter de personne. Non, c'est Napoléon, surtout pour qu'il est connu. Euh, Attendez. Oui, la roue. En fait, oui, je me dis bien, oui, il est surtout connu pour la roue, alors que littéralement, il a fait Napoléon. Mais c'est pas grave, en fait, c'est pas grave. Moi, genre, Napoléon, je suis pas très fan de lui. Donc, je le connais principalement pour le film qui s'appelle La roue. Voilà. Gênant. Par contre, très gênant. Désolé, mais très gênant. Marcel L'Herbier. Marcel L'Herbier, il était un peu iconique, il avait un nom stylé déjà. Il appelait ça Marcel L'Herbier. Et il a fait un film que j'ai pas vu en entier, mais que genre, une meuf, elle nous a fait tout un colloque dessus qui s'appelle Feu Mathias Pascal, qui sort en 1926. Et je vous dis vitef le synopsis, hein, parce que en fait, c'est un roman. En fait, après, il y a beaucoup de films, c'est adapté de romans, hein, forcément. Donc c'est un film muet, hein, évidemment. Ouais, si vous aimez pas les films où les gens parlent pas, vous allez vous faire chier avec toute cette partie-là de ce que je suis en train de balancer, mais genre. Donc Mathias Pascal est un jeune intellectuel rêveur et ruiné. À la fête du village, il déclare sa flamme à Romilda et l'épouse. Mais rapidement, ne supportant plus la vie de famille, il fuit à Monte-Carlo et il s'adonne au jeu. Une fois fortune faite, il retourne dans son village où on l'a déclaré mort. Il part alors pour Rome et s'invente une nouvelle vie. Il tombe amoureux d'Adrienne, la fille de son logeur, mais son double vient le hanter. Le film, il est assez. Le film, il est cool. Genre, vraiment, très cool. En plus, il a été tourné à Monaco. Donc, forcément, c'est bien. Non, je déconne. Mais non, non, le film, il est sympa. Il est vraiment très cool. Et il tourne à Rome aussi. Ils ont tourné. C'est ça qui était intéressant aussi, c'est qu'ils ont tourné en location, enfin, genre sur place. Et les films, enfin, les films qui sont faits globalement pendant la période impressionniste, en fait, c'est vraiment ce que, au final, la nouvelle vague va refaire derrière, c'est-à-dire ils vont sortir les caméras. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont ils ont des décors naturels et la lumière naturelle aussi. Alors que pendant une longue période, forcément, on était dans les studios parce que c'était plus simple. Et les vues d'extérieur, bah, c'était des vues d'actualité, ce genre de choses. Les films que les frères Lumière faisaient, des vues d'actualité, donc j'en parle pas. Il y a eu un accident de train quelque part, et bah ils ont été filmés, ce genre de choses par exemple. Et genre, après on s'enferme dans les studios, par exemple Georges Méliès tournait en studio, tournait dans son théâtre, et tournait dans son studio à Montreuil, quoi. Enfin, dans son studio. Et il y a une bonne partie de films qui ont été tournés en intérieur, parce que c'était plus simple aussi. Et par rapport aux conditions météorologiques aussi, je pense, c'était beaucoup plus simple. Et puis la caméra, et puis tout le bordel, enfin bref, voilà. Et là, ils sortent dehors. Et du coup, ça permet un dispositif aussi un peu différent. Et, euh, et en fait, ce que j'aime beaucoup, parce que faut quand même le dire, c'est l'originalité de certains films et la modernité de certains films. Il y a un film qui, genre, je ne. C'est surtout Jean Epstein que moi je me rappelle de lui, parce qu'en fait, il est aussi célèbre pour avoir conceptualisé la photogénie. Il est principalement aussi connu pour ses écrits théoriques. Après, voilà, c'est aussi la même énergie que, comme je disais, la nouvelle vague. Ces gens-là, ils écrivent. Et ils théorisent le cinéma, en fait. Ils font pas juste des films en mode je fais des films. Non, c'est des artistes, cinéastes, mais aussi théoriciens. Et en fait, Jean Epstein, il est le film qui m'a vraiment choqué, on va dire. Mais quand je dis choqué, genre, c'est un peu surprenant de dire choqué, mais genre, quand je l'ai vu, je me suis dit, ce film-là ne peut pas dater de 2020, de 1923, c'est impossible, en fait. Ce film s'appelle Cœur fidèle.
Et en fait, genre, je vous recommande juste de voir des extraits. Le film, il est pas non plus, voilà, exceptionnel. Mais genre, la beauté de ce film est incroyable. Et la... Genre, c'est un peu bizarre de dire modernité, mais pour l'époque, en fait, genre, quand tu vois le film comme ça, tu te dis pas forcément waouh. Ça date de 1923 par rapport à certains films qu'on peut voir à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, le film, moi, je le trouve qu'il fait beaucoup plus récent, entre guillemets. Et je sais pas, genre, vraiment, la première fois que je l'ai vu, j'ai été vraiment perturbée. Après, il est aussi connu pour plein d'adaptations. La chute de la maison Usher, qui est hyper connue. Pareil, une cinématographie de toute beauté. Il est vraiment doué pour ça. Il est vraiment doué pour l'image. Genre, Einstein, il est vraiment doué pour ça. Et genre, ces films sont de toute beauté. Hein. Vraiment, genre, La chute de la maison Usher, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est tellement beau. Ces autres films aussi sont beaux, hein, dans tous les cas. Mais il y a des plans qui sont d'une beauté ahurissante. Mais voilà, ça commence un peu à bouger en fait. Dès les années 20, ils se disent. Enfin, même avant en soi, parce que Georges Méliès, il est arrivé, il a fait ouais, là, vous nous faites chier un peu avec vos vues d'actualité, vos vues exotiques de merde, on va faire des vraies histoires quoi. Et lui, il est arrivé, il a fait ses machins, il a fait ses trucs, comme il disait. Et ensuite, après, il a été de plus en plus loin, jusqu'à faire les films qu'on connaît aujourd'hui, donc Le Voyage dans la Lune et tous ces films-là. Et genre. C'était dingue, genre à l'époque, genre, les gens ils devaient pas se douter que qu'ils étaient en train d'assister à un truc de une dinguerie quoi. Enfin, si je pense qu'ils devaient quand même s'en rendre compte, mais je pense qu'ils se rendaient pas compte que avec le recul plus tard, il allait tellement avoir une baisse de dinguerie que là ils assistaient vraiment au cinéma quoi. Après, je vais vous être parfaitement honnête avec vous, il y a plusieurs, enfin il y a plusieurs types de cinéma que je connais pas forcément. Donc, moi, je connais la première avant-garde particulièrement. À l'avant-garde soviétique, Vitef, parce qu'il y a forcément, il y a des noms qui sont connus. Dziga Vertov, il est connu. Lev Kuleshov, il est connu. Sergei Eisenstein, il est connu. Mais genre après, c'est pas forcément un cinéma qui m'intéressait plus que ça, en toute honnêteté. Mais par contre, il faut reconnaître quand même l'influence. Il faut reconnaître l'influence de ce type de cinéma. Notamment, je vais citer, hein, prenez des notes. Hein. Alors, Liv Kuleshov, il a fait quoi déjà? Je prends pas tous les mecs que je connais pas parce que je m'en fous. Enfin, pas que je m'en fous, mais je vais pas les prendre parce que je les connais pas personnellement. Peut-être j'ai vu leur film, mais je me souviens pas. Alors, Kuleshov, il nous a fait quoi déjà? Quel film j'ai vu? Je me souviens d'aucun titre. Pareil, lui, il était théoricien du cinéma, effectivement. Dans ses premiers articles théoriques écrits à l'âge de 19 ans, quand même, il commençait tôt, de la tâche des artistes peintres dans le cinéma et suivant, il s'identifie au réalisateur de films. Il appelle l'artiste peintre. Ok. Oui, donc il a théorisé surtout. Putain, il nous a fait quoi déjà? J'ai oublié. Bon, c'est pas grave. C'est surtout ces textes qu'on a lus, je pense, en cours. Eisenstein, le père du montage, comme on l'appelle, évidemment, sans lui, non, j'allais dire, sans lui, il n'y aurait pas de montage, mais un peu du mytho quand même. Il y a Abel Gance. Abel Gance faisait le montage aussi. Eisenstein, par contre, il se touchait, il faisait des films de zinzin. Évidemment, vous connaissez La Grève, très connu. Cuirassé Potemkin, très connu. Ivan le Terrible, très connu. Il y a d'autres films aussi, hein, mais je parle surtout de ceux-là. Ensuite, Dziga Vertov, très connu aussi. L'homme à la caméra, évidemment. C'est son film connu. On a tous déjà vu ses plans. Ah, 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 ah. L'homme à la caméra, 1929. Ça vous intéresse? Ouais, donc voilà. Donc voilà, il y a quand même une certaine. Voilà, il y a un truc, tu vois, qui se fait. Genre le cinéma. Et après,
ça ne fait qu'augmenter en fait, jusqu'à... bon, il y a la nouvelle vague, évidemment. Puis il y a toutes d'autres formes d'avant-garde en fait qui se font. Et les mouvements du cinéma. Putain, mais je mets une nouvelle vague et du coup j'ai film de Linklater forcément. Ne pas autoriser. Qu'est-ce que j'allais dire? Mouvement du cinéma. Courant cinématographique. Un guide des mouvements cinématographiques. Je sais pas ce que je voulais, je crois. Je crois que je vais avoir de la merde. Quoique. Après, j'ai. En fait, je vais pas. En fait, je vais avoir surtout les trucs. Ça, c'est un délire. Alors, attendez. Sur la page. Vous allez sur Wikipédia, vous tapez courant cinématographique et vous allez avoir des trucs. Vous allez halluciner. Donc, l'Amérique du Nord nous propose le film noir, le cinéma direct, cinéma vérité en France. Le cinéma vérité, c'est très cool. Il y a un film qui est connu, cinéma vérité. Attendez, je vais vous expliquer c'est quoi le cinéma vérité. Parce que c'est sympa. Ah, The Act of Killing, il est considéré comme du cinéma vérité. Ouais, ouais, ça fait sens en fait. The Act of Killing, c'est un film, il est un peu chelou, mais il date de 2012. Et en fait, le mec qui a fait le film, il a demandé aux gens qui ont vraiment fait ce qu'ils ont fait de le refaire. En gros, The Act of Killing, pour, parce que là j'en parle, donc c'est un film qui a été réalisé par Joshua Oppenheimer, pas le mec qui fait des bombes, hein, mais un autre. Et en fait, c'est en fait en Indonésie. Et en fait, ça évoque. Je prends, je prends des notes, enfin j'ai des notes devant moi parce que sinon, genre, j'ai pas envie de dire de la merde. Donc, le film évoque le mouvement du 30 septembre 1965 en Indonésie, ainsi que des massacres qui ont suivi, qui ont causé la mort de 500 000 à 1 million de personnes. Et en fait, il a fait un peu une dinguerie, le mec, c'est qu'il a demandé aux gens qui ont vraiment fait ça de le refaire dans le film. Et genre, en fait, c'est un mi-film documentaire, mi-film de fiction. Et genre, littéralement, t'as des mecs qui ont torturé, tué des gens, qui recommettent leur acte, en fait, dans le film. Enfin, du coup, ils tuent pas réellement, mais vous avez capté ce que je veux dire. Et c'est un peu flippant, quand même. Le film est un peu chiant, cependant. Moi, j'ai pas trop aimé. C'est pas, j'ai pas trop kiffé. En fait, j'ai kiffé le geste. Par contre, j'ai pas kiffé le film. Genre, le film m'a un peu saoulé. Mais attendez, genre, cinéma direct. Il y avait le film là, comment il s'appelait Est-ce que je me serais pas un peu planté? Jean Rosier là. Jacques Rosier, pas Jean, qu'est-ce que tu me racontes? Quand on avait fait en cours, quand on avait étudié Jacques Rosier et Adieu Philippines, on avait vu ça sous le concept de cinéma direct, cinéma vérité. Peut-être qu'ils se sont plantés, je sais pas, c'est un peu bizarre. Bon, Adieu Philippines, c'est des mecs qui partent en guerre, quoi. Mais c'est le fun avant de partir en guerre. Chronique d'un été. Chronique d'un été. Ah oui, c'est Jean Rouge. Ah, Jean Rouge, je l'aime pas. Désolée, je l'aime pas. Je ne parle pas de lui, je l'aime pas. Je l'aime pas des masses. Enfin, j'ai rien contre lui, Jean Rouge, mais genre, je l'aime pas des masses. Il avait fait un truc qui m'avait pas il m'avait un peu saoulé. Je sais plus ce qu'il avait fait, mais il avait fait un film qui m'avait saoulé. Faudrait que je le retrouve. Après, bon, voilà, il faisait beaucoup de films. Comment on peut dire? Un peu documentaire. Des trucs. Il montrait un peu genre, la vraie vie, quoi. Il montre le vrai, quoi. Mais je sais pas, genre, il a fait des trucs. J'ai jamais vraiment ce que j'ai apprécié. Il avait un côté un peu, je sais pas, une forme de voyeurisme dans son documentaire que je j'aimais pas des masses. Je sais pas, il a fait un truc genre. Je sais plus c'était quoi le film qu'on avait vu en cours, qui m'avait un peu saoulé.
Peut-être la chasse au lion à l'arc, il y avait des lions. Oui, ça doit être ça. La chasse au lion. Ouais, je sais pas, il y a un côté voyeuriste un peu dans son art et j'aime pas les bases. Bon, du coup, on était en Amérique du Nord, donc cinéma underground. Et là, ça va devenir intéressant parce que c'est là où je vais vous parler dans pas longtemps de ce que je prévois là. Enfin, ce que je prévois, je prévois. Mais genre, de ce que j'aimerais. Le nouvel Hollywood, bah, très intéressant. C'est la période des années 60-80. C'est là où ça commence à devenir un peu plus intéressant. Enfin, c'était déjà intéressant, mais là, on commence à avoir des films qui, qui changent un peu les codes et tout. C'est bien, c'est intéressant. Films d'horreur. C'est un peu genre à contre-courant aussi de l'époque en fait. Pour certains, genre il y a des gens qui n'étaient pas très contents de voir certains types de films arriver en salle et tout. Très intéressant, le Nouvel Hollywood, c'est vraiment une partie très intéressante. Enfin, beaucoup plus intéressante que certaines périodes de Hollywood, bah du coup littéralement le Hollywood avant, on va dire. Genre, on commence à voir surtout des grands réalisateurs qui débarquent, bah, enfin, pas des grands réalisateurs, ils étaient déjà là, mais genre Euh, c'est genre Brian De Palma qui débarque, Denis Hopper, Coppola, Spielberg, Scorsese, George Lucas, ce truc comme ça. Et surtout, en fait, c'est des films, la plupart du temps, qui ont des tabous, des trucs un peu qu'on ne devrait pas montrer. Et on dégomme un peu certains codes aussi qui sont super intéressants. J'ai pas envie de parler de ça maintenant. Pourquoi je parle de ça maintenant? Et puis ça aussi, ça casse un peu surtout un système qu'on voyait avant, genre par exemple avec Hitchcock ou d'autres réalisateurs en fait vieux réalisateurs entre guillemets qui sont arrivés à la fin du muet, enfin soit début muet ou fin du muet et toute la première période on va dire où ils ont commencé à faire des films sonores, enfin avec du son. Et là il y avait quand même déjà un nouvel élan et en fait ça restait quand même après des films où il fallait respecter certains codes. Il y avait des codes, quoi, qui étaient un petit peu genre. Que certains réalisateurs aimaient bien un peu, voilà, contourner. Mais. Enfin, ça a donné ses lettres de noblesse au cinéma aussi, cette période. Quand je parle de. On va dire le premier Hollywood, si on veut dire. Avec des gens comme Hitchcock, avec Stenberg, Van Stenberg, Frank Capra, Lubitsch, Wells, Preminger. Il y avait plein de gens, quoi. Enfin, bref. Et plein de mecs. Trop de mecs, d'ailleurs, comme d'hab, ça changera pas. Et en fait, genre, ça, alors, ils ont permis de faire des films. Et ça a permis de créer une vraie industrie du cinéma. Ça a permis de proposer des choses, en fait. Et surtout de mettre du budget, de mettre de l'argent. Et en fait, après, il y a eu un impact forcément sur le monde en général. Et surtout sur le cinéma. Euh, Et surtout, en fait, cette partie-là du cinéma, elle est importante, moi, je trouve, parce que, en fait, ça renvoie à un truc aussi, genre, que je trouve qui est intéressant. Après aussi, bon, il y a la guerre en Europe, je crois, à peu près à cette période, donc forcément, t'as envie de te tirer. Mais genre, il y a eu une grande. Il y a eu une exode, en fait. Il y a énormément de Français qui sont partis faire des films. Des films et j'ai en Europe en général, j'ai pas qu'en France, mais genre par exemple, Lubitsch il est allemand de base, donc il s'est barré. Stenberg aussi, il est allemand normalement, si je me trompe pas. Ah non, il est austro-américain, autant pour moi. Il y a qui encore Bah Hitchcock il est pas anglais à la base. Si, il est anglais, donc voilà, il s'est tiré aussi. Enfin bref, il y a plein de mecs, et j'ai plus qui j'ai cité tout à l'heure qui aussi s'est tiré, la fin de carrière américaine. Et genre, il y a des scénaristes, il y a des réalisateurs, mais il y a aussi des compositeurs, il y a aussi des monteurs, des acteurs et des actrices aussi. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire leur carrière là-bas. Parce que, en fait, bah, soit bah, en Europe, c'est la guerre, on va commencer par là, mais aussi parce que peut-être il n'y a pas peut-être ce truc. Voilà, genre. Déjà, je pense qu'en France, il y avait déjà un. J'ai toujours eu l'impression que déjà en France, il y avait un truc, genre au niveau de l'originalité ou de l'envie de faire du cinéma
ça allait pas. Alors bon, si on parle des années 40 et forcément, des années 30-40, forcément, on va un peu fermer notre gueule, on va un peu dire que faut arrêter les conneries, Morgane, là, t'es en pleine guerre, donc je crois qu'ils ont le budget. Hydratez-vous, c'est important. Mais bon, ouais, après, bon, je râle, mais en soi, j'ai l'impression aussi, je me dis que c'est peut-être aussi un peu ça, le truc, c'est qu'en fait, là, le cinéma avant, le cinéma français, le cinéma, le cinéma français dominait entre guillemets un peu, parce que c'est comme nous qu'on a inventé le cinéma. Si on est un peu sérieux, on a fait la première projection publique, donc techniquement on a inventé le cinéma. Beaucoup de gens diront que c'est l'autre, là, j'ai oublié son nom, là, Edison qui a inventé le cinéma. Mais en fait, Edison, déjà demain, il a inventé trop de trucs, on va commencer par là. Et au-delà de ça, il n'a pas vraiment inventé le cinéma au sens propre du terme. Je m'explique. J'adore dire ça et j'adore voir des hommes se décomposer quand je dis ça. Là où les frères Lumière ont inventé le cinéma, Edison, il a inventé Netflix. Ce que j'entends, c'est qu'il a inventé des. Comment ça s'appelait déjà Edison, ah, je crois que c'est un cinématographe. Il a inventé une caméra, certes, mais il a aussi inventé le truc pour qu'on puisse regarder dedans, là. Voilà, ah, le kinétophone, voilà, merci. Il a inventé le kinétophone, et en fait, le kinétophone, effectivement, il est arrivé bien avant la première projection de cinéma, ça c'est vrai. Je vais vous dire quand exactement. Kinétoscope. Ah, on dit kinétoscope aussi. Oui, je dis kinétophone, pas pourquoi. 1000 quelle année? Donnez-moi la date, que l'internet me donne la date tout de suite. 1888. Effectivement, c'est d'avant, c'est avant le plus ancien dispositif cinématographique. Première projection cinéma, voilà, le 28 décembre 1895. Donc, quelques années plus tard. Voilà. Mais, comme je dis, il a inventé Netflix parce qu'en fait, t'étais tout seul à pouvoir regarder tes vues. Donc, en fait, t'étais là, tu regardais, en fait, tu mettais ta petite bouille dedans et tu regardais ton truc. Tu choisissais et tu regardais ton truc. Donc, il a inventé Netflix. Donc, voilà, Netflix n'a rien inventé. Edison l'a inventé. Voilà, bravo, félicitations, on applaudit tous Edison pour inventer encore une invention, encore une autre invention, voilà. Parce que il est connu pour inventer je ne sais pas combien de personnes, combien de trucs. Je sais pas, il avait pas un surnom, l'inventeur de je sais pas combien, je sais pas, il avait un surnom à la con. Il est un inventeur prolifique, plus de 1000 brevets, voilà, tu vois. Pionnier de l'électricité et tout. Bon, ouais, voilà. Il est connu pour ça, mais c'est aussi lui qui a foutu la vie il a commencé à ruiner machin là. Georges Méliès, c'est à cause de lui que Georges Méliès il a commencé à être dans la merde, Edison. Parce qu'en fait, il avait. En gros, bon, il a créé le premier studio aussi de production de films, si ça vous intéresse, ça s'appelle la Black Maria. Et en fait, il y a un truc qui était très intéressant à l'époque. Je parle des cinémas des premiers temps. Donc on parle quand même d'avant 1910, d'accord 1900, largement, voilà, c'est le début. Et en fait, les pellicules, euh, je dirais françaises, pas forcément européennes, françaises, voilà, euh, avaient un format, donc au niveau comment on appelle ça? Je vais être le plus clair possible pour les gens qui n'ont jamais fait d'études de cinéma. Les perforations, là, vous voyez, les petites perforations sur le teco, là. Euh, on avait un style comme ça en France, slash Europe. Et Edison avait un style différent. Enfin, Edison a créé un autre truc, voilà. Et en fait, avait pas le même style de perforation. Je ne sais plus exactement s'il en avait moins ou plus. Mais en tout cas, je crois que c'est devenu le truc, le truc maintenant, c'est le truc qui est resté, on va dire. Genre, c'est lui qui a dominé le truc. Et en fait, comment vous expliquer ça? Pour pouvoir projeter aux États-Unis, il fallait avoir le bon niveau de perforation, donc plus ou moins, je ne sais plus. Et en fait, ce que Georges Méliès a fait à l'époque, c'est qu'il perçait lui-même. Donc il fallait en rajouter, je pense, il fallait en rajouter pour pouvoir projeter. Et en fait, Edison, il n'a pas été content et il a pété un câble. Gros connard. Bref. Euh, C'est un peu ça qui a foutu la vie en l'air de... Enfin, qui a commencé à foutre la vie en l'air de Georges Méliès, si ça vous intéresse.
Parce que, bah, alors Zemmour, il s'est pris un procès au cul, genre pour espèce de contrefaçon, un truc comme ça. Ah oui, c'est marqué 1891. Je viens de retrouver sa page Wikipédia. Format 35 mm à défilement vertical et photogramme rectangulaire doté de 2 jeux de 4 perforations par photogramme et remplaçant le format précédent. Ce format 35 mm est devenu en 1906 le format standard mondial encore utilisé de nos jours. Voilà, donc c'est avant 1906, je suppose, qu'il s'est amusé à faire des petits troncs. J'ai oublié. Moi, les dates, c'est pas mon truc, il n'y a pas les chiffres, voilà. 1893, le premier studio de production de films. Voilà, 1893. Et du coup, après, il y a eu la Star Film. C'est Méliès qui a fait la Star Film. Et du coup, Star Film, c'est en quelle année? La propriété de Georges Méliès. 1897. Donc, merde, j'ai dit quelle année l'autre con? 1897. Thomas Edison, c'était 1880. Thomas Edison, c'était 1883, c'est ça que j'ai dit? 1883? 1883, effectivement. Donc la Starfilm arrive après. Ça vous intéresse, les deux studios Starfilm étaient situés dans la propriété d'un demi-hectare de Georges Méliès. Il était blindax, hein, Georges Méliès. Situé à Montreuil. Enfin, il était blindax, il a fini pauvre, mais bon, c'est pas grave. Au 1er rue François de Bergue, le premier studio de cinéma en France. Donc c'est le premier studio de cinéma en France, est construit en 1896. En studio de 17 mètres sur 66, sa toiture vitrée de 6 mètres du sol, dominant la scène, la fosse et la machinerie théâtrale. Le second studio, appelé Studio B, est érigé en 1907. Bon, disparition en 1923. Sa baraque, elle n'existe plus aussi à Georges Méliès, si ça vous intéresse. D'ailleurs, anecdote aussi, parce que là, je suis en train de parler de Georges Méliès. J'aime beaucoup Georges Méliès, c'est un de mes cinéastes préférés. Et en fait, il a fait énormément de choses. Et il faut savoir qu'en fait, les frères Lumière ont refusé de lui offrir, enfin, il a été voir les frères Lumière, il a dit, les gars, laissez-moi acheter une caméra SVP. Et genre, les frères Lumière ont dit, nique ta mère, tu l'auras pas. Et en fait, il a dû aller en Angleterre. Parce qu'en fait, le copyright, le concept comme ça à l'époque, ça n'existait pas. Et en fait, là, au moment où les frères Lumière ont déposé le brevet pour une caméra, tout le monde a piqué le brevet à droite à gauche. Et genre, et on fait des caméras. Et du coup, la première caméra de Georges Méliès venait d'Angleterre. Il est parti là-bas, il a été à Londres, je crois que c'était à Londres, mais je suis pas sûre. Et il a été acheter une caméra là-bas. Et en fait, du coup, il a fait son premier film. Et les frères Lumière, ils ont dû dire, putain, papa, il a quand même une caméra. Mais c'est pas grave, c'est pas nous qui lui avons acheté. Voilà. Et après, ils ont fait du bise ensemble, mais voilà. Et enfin, tout le lore de Georges Méliès, il est absolument incroyable. Et je trouve qu'on n'a pas, on n'a pas fait de bons films sur lui, selon moi. Alors que franchement, ça mérite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et une anecdote aussi, puisque je suis dans les anecdotes. Moi, ça, c'est une de mes anecdotes préférées, je trouve, parce que c'est l'une les plus tristes. Faut savoir que, bon, Georges Méliès, c'est le début du cinéma des premiers temps. Et en fait, voilà, c'est aussi cinéma des premiers temps égale, devinez, avant la Première Guerre mondiale. On va pas se tromper de guerre. Première Guerre mondiale. Et en fait, la Première Guerre mondiale a tué le cinéma en France. C'est un peu le terme qu'on pourrait employer. C'est pour ça qu'en fait, à la Première Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, il n'y avait plus de production de cinéma tout court. Il y a eu personne qui faisait du cinéma. Il y avait des actualités, c'est les seuls trucs qu'on voyait. Donc on allait au cinéma pour voir les actualités, donc voir ce qui se passait sur le front. Donc on envoyait des chefs opérateurs sur le front et on voyait ce qui se passait là-bas. Et puis je pense qu'ils montraient aussi des civils. Honnêtement, je sais pas, j'ai pas vraiment cherché, je me fous un peu. Et les vues d'actualité, c'est pas un truc qui m'intéressait de base. Moi, quand j'ai fini en archive, ça m'a saoulé, donc voilà. Même si c'est intéressant, mais ça m'intéressait pas, voilà. Et enfin, c'est de la prof qui me faisait chier. On peut dire les choses, voilà. C'était la prof qui me, voilà. Ça doit être, c'est super intéressant les archives. C'est juste quand le prof il est pas intéressant, c'est inintéressant d'un coup. Bref. Et en fait, bon, déjà lui, il était dans des emmerdes liées à des copyrights. Faut savoir qu'il y a un connard. Comment il s'appelle ce sale pirate de merde là? Attendez. Il y a un cinéaste que je déteste du tout profond. Comment il s'appelle? Copieur de Georges Méliès. Je vais l'appeler comme ça. Il a un nom espagnol. Putain, je le déteste tellement je l'aime pas. Deschomón, voilà. Segundo Deschomón. Connard. En fait, Segundo Deschomón, c'est genre le, le, le copiteur
le plagieur ultime. En fait, comme je disais, le concept de copyright n'existait pas. Si ça s'appelle copyright, ce n'est pas pour rien, c'est que ça a été inventé aux États-Unis. Donc en fait, en France, il n'y avait pas de copyright. Et en fait, il y avait une chose qui était assez phénoménale. Déjà, de un, n'importe qui pouvait refaire ton film à partir du moment où il y avait le budget. Donc Segundo de Showman, il était connu pour ça. Pour littéralement reprendre les films des uns et des autres. En fait, c'était le Tarantino de l'époque, quoi, un peu. En pire, parce que du coup, Tarantino, il a quand même fait un effort. Mais non, Segundo de Showman, il faisait zéro effort. Ouais, si tu vois ce que je veux dire. Donc il s'est amusé à copier. C'est marqué l'occasion ici de comparer deux films. Là, ils ont fait une projection, je ne sais pas où. Donc, bon, Méliès, il a fait le voyage dans la Lune en 1902. 1902, vous vous rendez compte, le voyage dans la Lune, c'est 1902, dinguerie. Et en fait, c'est Godot Deschomon, il a fait l'excursion dans la Lune en 1908, quelques années plus tard, parce qu'il n'avait pas l'argent, je suppose. Et c'est marqué souvent présenté à tort comme une insipide copie du premier. C'est une insipide copie du premier. Il faut dire les choses, Segundo Deschomon, il est connu pour être un gros copiteur. C'est tout, c'est comme ça, il n'y a pas à dire. Ouais. Et il y a même, je crois, même des films de Segundo Deschomon qui ont été considérés comme étant des films de Méliès. Et inversement. Donc, qu'il aille se faire foutre. Donc, bref, le copyright n'existe pas. Et donc, en fait, c'est assez simple de voler en fait, la propriété des autres. Donc, en fait, ça, c'est tout un travail après à faire. Les gens qui ont créé les archives, les gens de la cinémathèque et ce genre de choses, ont fait un travail de dingue pour aussi récupérer, entre guillemets, la propriété des gens et surtout attester la propriété des gens. Et, si vous voulez un truc, une autre anecdote avant que je donne mon anecdote finale, c'était que, en fait, comme ça n'existait pas la propriété, un mec qui diffusait des films. En fait, en gros, il fallait acheter les copies. Une copie, tu l'achetais, genre, je sais pas, mettons, il y a Jean-Jacques, il achète une copie du Voyage dans la Lune. Voilà, pour la projeter dans sa petite salle de. Dans sa salle de cinéma ou sa salle de cinéma itinérante, tout ce que tu veux. En fait, pour que le film il peut déclarer que le film lui appartient à partir du moment où il fait une petite manip. C'est-à-dire qu'en fait, s'il a envie de couper un plan, s'il a envie de faire un truc, s'il a envie de ceci, s'il a envie de cela, et ben le film d'un coup lui appartient. Voilà. C'est comme ça que ça arrive avec, peut-être pas Méliès, mais avec d'autres personnes, je pense que si ça peut-être arrivé. En fait, il y a des différentes copies qui existent de films, parce qu'en fait, il y a des gens qui s'accaparaient des copies de films, et ça devenait leur film, quoi. C'est un peu, version, là, c'est la version très light du délire, hein, parce que je vais pas non plus m'attarder pendant 10 ans. Et en fait, vu qu'on reste sur Méliès, et je vais dire enfin mon anecdote, voilà, l'arrivée de la guerre, c'est sombre, et en fait, Méliès a foutu le feu à tout, en fait, à son truc, il a foutu le feu à ses films, il a foutu le feu à plein de trucs parce qu'il s'est endetté, notamment à cause d'Edison, et de son cousin, je crois, enfin, c'est un connard qui était parti, enfin, quelqu'un de sa famille qui était parti aux États-Unis qui a fait de la merde. Je crois que c'est pas lui qui partait réellement, je crois que c'était son cousin ou son oncle ou son frère, je sais plus c'est quoi exactement son frère, je crois. Et donc Edison lui a collé un procès au cul, ça l'a ruiné. Et par derrière, voilà, l'arrivée de la guerre, ça ruine. Et du coup, il a foutu le feu à tout, et on a perdu. Et au-delà de foutre le feu aussi, il a revendu ses films, il a vendu des trucs et tout, enfin, c'est un délire. Et il faut savoir, et ça, c'est une anecdote que je trouve incroyable, c'est que beaucoup de réalisateurs, réalisatrices, parce qu'il y avait aussi quand même des réalisatrices, je parle d'Alice Guy, mais il y en a eu d'autres, c'est juste que là, j'ai pas les noms qui me viennent en tête, ont perdu des films. Il y a des films perdus, des films qu'on ne retrouvera jamais. Et notamment parce que, en fait, ces films ont servi pendant une période de la guerre. Il faut savoir que les soldats, ils n'avaient pas forcément de moyens pour s'acheter de nouvelles godasses. Ils ont servi à consolider les godasses, les films en fait, et remplacer les semelles. Donc en fait, ils mettaient plein de films les uns sur les autres, je sais pas comment ils faisaient exactement, ils mettaient peut-être du bois aussi, et hop. Et donc en fait, il y a des gens qui allaient taper avec la baïonnette des Allemands, alors qu'ils avaient potentiellement un film perdu qu'on ne retrouvera jamais de Georges Méliès sous le panard. Voilà, c'est magnifique. N'hésitez pas à me demander des anecdotes pour briller en société et impressionner des petites meufs. Non, je déconne. Euh, Alors, les hommes, ne me demandez pas de conseils pour vous impressionner des meufs. Par contre, les meufs, n'hésitez pas à me demander des conseils pour impressionner d'autres meufs. Moi, ça me dérange pas. Voilà. On en était où? Parce qu'en fait, du coup, bon, le cinéma underground, ça devient intéressant. Forcément, le cinéma underground, c'est, comme ils disent, une variété de cinéma expérimental. Et en fait, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce qu'en fait, c'est là où ça devient intéressant dans le sens où le cinéma underground, ça reste un cinéma en marge. Ça reste un cinéma qui montre ce qu'on n'a pas envie de voir.
Et surtout qui est fait avec un budget qu'on n'a pas forcément. Moi, ça, je trouve ça très intéressant. Et j'en parle après. Mais du coup, c'est très drôle parce qu'en fait, en Amérique du Nord, ils ont aussi décidé d'appeler ça il y a aussi un courant qui s'appelle le cinéma lynchien. Et je pense que c'est une connerie. Voilà. Il n'y a pas de cinéma lynchien. Je comprends pas pourquoi il y a pas un. Dans ce cas-là, pourquoi ils ont pas mis un cinéma Hitchcockien? Genre, je sais pas. Enfin, c'est un peu bizarre. Cinéma Godardien. Je trouve ça un peu bizarre en fait. Genre, Lynch, il a son style, mais genre. Qu'est-ce que vous me racontez? Enfin. Tu peux pas. Tu t'accapares pas un mouvement comme ça. En plus, ça explique. En fait, ils disent juste cinéma lynchien, mais ils expliquent pas c'est quoi. Bon, bref. Il se passe des choses bizarres et on comprend pas toute la narration. Oh là là, c'est tellement lynchien. Ah, c'est marrant ça. En Europe, bon, il y a eu plein de mouvements. Et il y a le cinéma des téléphones blancs en Italie que j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Non, j'aime bien le nom en fait. J'aime pas le truc. C'est du coup un courant cinématographique du cinéma italien de la période fasciste des années 30-40. Il est né du succès de la comédie cinématographique italienne du début des années 30. Il s'agit d'une version plus légère, débarrassée de tout intellectualisme et de toute critique sociale voilée. En contraste avec d'autres styles importants de l'époque, le calligraphisme qui s'inscrivait dans une démarche plus artistique. Et je sais pas, j'aime bien le titre. J'aime bien l'expression cinéma des téléphones blancs. Je trouve ça mignon. Il y a eu quoi d'autre? Le free cinéma. Alors, le free cinéma, qu'est-ce que c'était déjà? Un courant cinématographique britannique, novateur et contestataire. Bah, ça, c'est intéressant, ça. Il y a eu quoi comme film? Enfin, comme. Après, alors, le. Free Cinema est le nom donné à 6 programmes de films documentaires projetés entre février 56 et mars 59 au National Film Theatre de Londres. Ok. Donc ils ont partagé les œuvres de Franju, donc Le Sang des Bêtes. Je déteste ce film. Ça vous étonne. Ensuite, il fit découvrir. La quatrième fit découvrir. Bon, pour ce couille, ok, super. Valérian de Borowczyk, il a fait quoi du coup? Il a fait un film lui, que je connais. C'est pas le Cum qui a fait. Ouais, voilà, Contimoro. Ouais, waouh! Ils ont... Ils ont partagé Polanski et Borowczyk. Wow! Borowczyk. Ouais, j'espère que je le dis correctement. Euh, Et dans la cinquième, French Renewal, la nouvelle vague, était présente de toutes premières œuvres qui n'étaient pas encore la nouvelle vague, donc Le Beau Serge de Claude Chabrol, Miston de François Truffaut. Ok. Jonas Mekas a dit, bien que parfois encore trop liés au théâtre et non totalement exempts de clichés, les films du free cinema ont conduit au rajeunissement du cinéma commercial britannique et creusé un large fossé entre l'ancien et le nouveau. Intéressant. Intéressant, intéressant. Intéressant. Ensuite, quel courant on pourrait parler? Tiens, on va parler. Bon, la nouvelle vague, on la connaît. De toute façon, ça vous saoule. Vous aimez pas Jean-Luc Godard parce que vous n'avez aucun goût. Voilà, je le dis tout de suite. Moi, je préfère François Truffaut. François Truffaut, il était chiant. Voilà. Vous citez Agnès Varda comme si c'était la prêtresse du cinéma, alors que ses films, ils étaient pas ouf non plus. Il y avait qui déjà encore la nouvelle vague? Je suis désolée, hein, mais à part Godard, je trouve que les autres, ils n'ont pas fait des films non plus ouf, voilà. Donc Eric Romer, on l'aime bien, voilà. Claude Chabrol, j'ai oublié si je l'aimais. Jacques Rivette, je crois que je l'aime bien. Alain René, je l'aime bien, mais bon, il a fini par se travestir un peu, lui. Louis Malle, je l'aime bien. Agnès Varda, on la connaît. Jacques Demy, moi je l'aime bien, mais il m'emmerde. Voilà, je tenais à le dire. En fait, je l'aime bien, mais genre, je l'aime pas en même temps. Genre, voilà. Mais je l'aime bien. J'ai bien aimé, cependant, attends, Jacques Demy. Quand on a commencé à travailler sur les comédies musicales à la fac, on plagiait les films de Jacques Demy, on parlait que comme dans les films de Jacques Demy. Donc, enfin, on chantait du coup tout ce qu'on faisait. C'était c'était fatigant. On l'a fait pendant une semaine et après on a arrêté parce qu'on avait envie de se suicider la gueule. Et en fait, c'était devenu un automatisme en fait. À chaque fois qu'on se parlait, on le faisait en chantant. Comme dans Les Parapluies de Cherbourg, quoi, en gros. C'était dur. C'était dur, c'était dur. Quel film j'ai aimé? Bah, Podane, hein, en vrai, sympa, Podane. Hein. Moi, j'aime bien les costumes, surtout. Surtout ces films, j'aimais bien les costumes. Demoiselle de Rochefort et Les Parapluies de Cherbourg, j'aimais bien aussi. Après, bon, c'est.
Il a fait d'autres films, mais c'est surtout ceux-là que j'ai vus parce que bah, j'ai décidé de ne pas voir de films un peu, voilà. J'ai pas envie de voir les autres, voilà, comme ça. Alors, Louis Malle, il vient de chez moi, lui, Louis Malle. Louis Malle, j'ai vu, il a fait. Ah bah, Zazie dans le métro. Le feu follet. Ah, le feu follet. Le feu follet, je sais plus si c'était. Je crois que c'était bien ça, le feu follet. Zazie dans le métro, évidemment connu. Ascenseur pour l'échafaud, évidemment connu. Le monde du silence, avec Jacques-Yves Cousteau, connard de merde. Je l'aime pas, Jacques-Yves Cousteau, là, va te faire foutre, Cousteau de merde. Cousteau, il s'amusait à foutre de la dynamite dans des trucs. Genre, il a tellement détruit les fonds marins, ce gros connard. Donc, le feu follet, j'ai peut-être confondu parce que le synopsis me dit rien, mais peut-être que je l'ai vu. Si, je crois que je l'ai vu. Louis Malle, Louis Malle. Il a fait plein de films, Louis Malle. Jusqu'en 94. Euh, Il y a des films que j'ai pas vus par contre, hein, on va pas se mentir. Voilà. Alain René, Alain René. Moi, je trouve qu'Alain René, il a fait des très bons films. Euh, Alors, il en a fait une polyflopée. Bon, ses courts-métrages. Il a fait un court-métrage Van Gogh, j'avais oublié. Ah, mais si, attends, je crois que c'est 47. Non, c'est pas celui que j'ai vu, autant pour moi. Donc alors, bah, Nuit et brouillard. Nuit et brouillard. Ah oui, c'est un moyen. Ah, Nuit et brouillard, c'est considéré comme un moyen-métrage. Il dure combien de temps, Nuit et brouillard? Ah, il dure que 32 minutes. Putain, je pensais qu'il était plus long. Ah, je pensais qu'il était beaucoup plus long, Nuit et brouillard. Je sais pas pourquoi. Bah, ressenti 2 heures, du coup. Nuit et brouillard, il a. Enfin, vous connaissez tous le lore. Il y avait des images de. Attendez, c'est bien Nuit et brouillard? Attendez, putain, attendez, j'ai un autre. Que je confonds pas avec un autre film. Peut-être je vais peut-être me prendre. Oui, Nuit et brouillard, oui, c'est bien celui-là. En fait, il est sorti et en fait, ça a fait un tollé à l'époque parce qu'en fait, donc il est sorti en 1956 et vous savez qu'en 1956, il y a eu enfin la guerre était terminée, la Seconde Guerre mondiale était terminée, mais surtout il y avait quelque chose, une page sombre de l'histoire de France qu'on avait envie de cacher et qu'on mettait en avant, on mettait en avant euh, la résistance française, puisque je pense qu'en 56, dans mon souvenir, 1956, c'était l'autre, là, c'était Charles de Gaulle qui était président. Hop, je vais vérifier parce que j'ai pas envie de dire de la daube. Charles de Gaulle. Tu tapes Charles de Gaulle, t'as aéroport Charles de Gaulle. Le mec, il est aussi important que. Allez là. Ah, alors. Quand je pense qu'il est né à Lille, Charles de Gaulle, c'est quand même dingue. Élection 1958. Ah, alors attends, c'était qui avant? Attends. Bah, du coup, c'était qui le président en 56? Attendez, on arrête tout. Président 56. Président en 1956. René Coty. Ah, ok. Et bah, j'oublie tout en ce que. Voilà. J'étais persuadée que c'était machin quand même. Bon, bref, on est toujours quand même dans cette conjoncture de la France de la résistance. Et ben, il y a quand même un truc intéressant dans Nuit et brouillard, c'est qu'on voit un plan, un célèbre plan d'un policier français. On reconnaît assez facilement les policiers français, soit à l'époque, grâce à leur casquette, qui regarde un camp, qui surveille un camp. Et en fait, ça a posé problème. Euh, voilà, genre, j'étais en train de chercher, donc mon commission de contrôle, j'étais en train de regarder sur la page Wikipédia où est-ce que c'était écrit.
C'est également connu pour avoir dû faire face à la censure française qui espère estomper la responsabilité de l'État en matière de déportation. Donc oui, c'était à Pithiviers. Voilà, c'est marqué, doit supprimer qui se voit supprimer du film une photographie d'archives sur lequel on peut voir un gendarme français surveiller le camp de Pithiviers, pourtant authentique. En fait, vous pouvez trouver facilement l'image, vous tapez nuit et brouillard, policier français, vous allez le voir et vous allez voir comment ils l'ont censuré aussi. Donc c'est assez fascinant quand même. Mais nuit et brouillard, très bon film, à voir, voilà. Important, important. Après, à l'araignée, voilà. Moi, j'ai envie de dire qu'ils ont un peu travesti par rapport à la nouvelle vague, mais je le respecte quand même parce qu'il a fait un film que j'adore, mais pas. J'aime tellement ce film, c'est un de mes films préférés ever. Hiroshima, mon amour. Non, je déconne. Donc, il a fait Hiroshima, mon amour en 59. T'imagines Attends. Préparez-vous. 59, Hiroshima, mon amour. 61, l'année dernière à Marienbad. 1963, Murel ou le temps d'un retour. 1966, la guerre est finie. Et 1968, je t'aime, je t'aime. La... il a dit moi je suis là. Moi je suis là, je fais des films. Les gars, donc je t'aime, c'est le film que j'aime énormément. C'est un de mes films préférés. C'est un film que j'aurais pu recommander pour la Saint-Valentin, dans le post de la Saint-Valentin de la Médusa que je devrais sortir pour le 14. Je sais pas quand est-ce que ce podcast sortira, mais du coup c'est pas grave. Cet épisode sortira. Mais je t'aime, magnifique film. Donc je vous lis le synopsis, parce que voilà, ça va plus vite. Après avoir raté son suicide, ça commence bien, l'employé de bureau Claude Reader se voit proposer par des chercheurs de participer à une expérience de voyage dans le temps qui n'a été testée jusqu'à présent que sur des souris. Les savants lui affirment qu'il va revivre une minute de son passé, celle située exactement un an plus tôt. Après qu'on lui a injecté une substance, Claude est placé dans une machine, mais l'expérience tourne mal et Claude entame un voyage aléatoire, ne parvenant plus à revenir au point de départ. C'est un très beau film. C'est Claude Rich qui joue Claude Reader. Le film est magnifique. C'est un film qui me... Je l'ai vu, et quand j'ai eu l'occasion de le revoir, je l'ai revu. Et oui, c'est un de mes films préférés. Je pense que c'est un de mes films préférés. Magnifique film, magnifique film. Magnifique film, de toute beauté. Montage très important pour ce film. La performance de Claude Rich, très bien. Et le côté, les répliques, il y a tout. La petite souris aussi, très mignonne. Le concept. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe pendant cette minute et tout, c'est magnifique. Film magnifique. Donc, Alain René, c'est bon. Projection, peut-être un jour. J'aimerais bien faire une projection de je t'aime, ça serait magnifique. Et on mettrait des petites souris, enfin pas des vraies souris, hein, des fausses souris. J'achèterais une petite peluche de souris, ça serait mignon. J'aimerais bien. Ah, ça serait chou, ça serait chou. Des petites mini souris, parce que en fait la souris est importante, hein, vu que la souris on la voit à un moment, enfin on les voit, important. Donc Jacques Rivette, Jacques Jaco, Jackie, Jaquette, pardon, on va le laisser tranquille Jacques Rivette. Alors, j'ai oublié ce qu'il nous a fait Jacques Rivette, excusez-moi, genre j'adore mélanger tous ces hommes, il y en a tellement. Donc, La Belle Noiseuse, bah oui effectivement, voilà, elle est connue surtout pour ce film-là je pense, La Belle Noiseuse, que j'ai pas aimé, je crois. Genre, je l'ai pas aimé ce film, je crois. Non, je l'ai pas aimé. Je l'aime pas. Hop, voilà. Claude Chabrol, il nous a fait quoi lui déjà? Encore un homme? Toujours des hommes. Il a fait plein de films. Alors, putain, j'ai la flemme de tout lire, il en a fait trop. Poulet au vinaigre. Putain, le titre, mon gars, t'as peur. J'aimais bien à l'époque les vieux films comme ça, ils avaient des titres, t'as peur. Bah, Claude Chabrol, je suis même pas sûre. Ah bah, Le Beau Serge, je le connais, son premier. Mais par contre, je me rappelle même pas si j'ai vu un film de lui. Voilà, je tenais à le dire. Peut-être que j'ai vu et je me souviens juste pas. Et aussi peut-être parce que je m'en fous. Voilà. Ensuite, Eric Romer, très connu. Surtout les gens de Pinterest qui connaissent au final Eric Romer, hein. Genre, en fait, et qui a vu vraiment un film de Romer? Mis à part les gens qui ont vu juste des
Vous voyez ce que je veux dire? Genre, vous avez tous vu des photogrammes de films de Romer, mais est-ce que vous avez déjà vu les films de Romer? Parce que je crois pas. Donc, évidemment, les 6 contes moraux qui sont les plus connus, avec La Collectionneuse, Manu Chemo, Le Genou de Claire, voilà, ça c'est les films. Le Rayon Vert aussi très connu. Pauline à la plage, très connu. Puis les contes des 4 saisons, contes printemps, d'hiver, d'été, et ouais, il a appelé plein de films. Hein. J'aimais bien, moi j'aime bien quand même Romer par rapport à sa volonté de faire jouer des gens qui sont pas forcément, qui n'étaient pas des acteurs vraiment célèbres et tout. Et puis sa façon aussi, genre j'aime bien sa cinématographie. Après voilà, genre voilà. Je sais pas si genre c'est un peu mignon, ça me fait de la peine. Malgré sa notoriété, Romer a souvent tourné dans des conditions proches de l'amateurisme avec une équipe technique légère et une caméra 16 mm. Bah, gars, même combat, hein, même quand tu vois, je serais célèbre, je crois pareil. Hein. Moi, ça me fait chier les grandes équipes et ça me fait chier des dispositifs chiants. Enfin, en fait, genre, à chaque fois que je vois des photos de Christopher Nolan avec des caméras qui font la taille d'une Clio 5, et je comprends pas en fait. Genre, je me dis, est-ce qu'une Clio 5 c'est grand par contre? Attendez, je me suis peut-être trompée. Euh... Ah, c'est grand une Clio 5, hein? Ouais, bah oui, bah j'avais raison, voilà. Effectivement, voilà. La nouvelle vague. Moi, je trouve ça fascinant, la nouvelle vague. Mais je trouve fascinant, en fait, à quel point vous détestez la nouvelle vague. Enfin, les gens en général détestent la nouvelle vague, moi je comprends pas, parce qu'en fait, c'est vraiment. C'est le moment, pour moi, c'est le moment, quoi. Genre, il y a eu tellement. Voilà, genre, c'est littéralement Wikipédia me le dit, nouvelle génération d'acteurs. Il y a eu tellement d'acteurs. Et de techniciens, voilà, techniciens qui sont arrivés. Franchement, franchement. Vous ratez les gens qui n'aimaient pas la nouvelle vague. Et vous ratez encore plus les gens qui n'aiment pas Jean-Luc Godard. Les gens qui n'aiment pas Jean-Luc Godard, moi personnellement, pour moi, vous êtes des losers. Voilà. Ça vous va comme attaque personnelle? Genre, je trouve ça vous avez tort parce que vous aimez pas le fun. En fait, et vous aimez pas la possibilité de faire plus et de proposer des choses. Genre, ouais, proposer des trucs. Et c'est bien dommage que vous aimez pas l'idée de proposer. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, moi je trouve que l'évolution de carrière de Jean-Luc Godard, elle est juste phénoménale. Et encore maintenant, genre moi je trouve c'est un réalisateur qui est très impressionnant. Après, je pourrais vous parler de Jean-Luc Godard pendant des plombes, mais je vais pas le faire ici maintenant parce que voilà, je ferai un épisode sur lui si vous voulez. J'ai tellement pleuré quand il est mort, par contre. Là, rien que de penser à lui, ça me fait quelque chose. Genre, vraiment, genre. Je me rappelle toujours, t'avais des gens qui m'envoyaient des messages en me disant Jean-Luc Godard est mort, et j'étais en mode, mais vous foutez de la gueule de qui, genre. Et genre, en fait, juste comme ça, genre, même pas un genre. Même pas un peu de politesse, sachant que j'ai cassé les couilles à tout le monde à la fac avec Jean-Luc Godard. Bon, bref, anyway. On passe à un autre mouvement que je connaissais pas, celui-là. La vague noire est un terme utilisé pour décrire le mouvement cinématographique yougoslave des années 60 et du début des années 70. C'est intéressant. Mais malheureusement, je ne connais pas, donc je vais pas en parler. Voilà, pardon. Mais renseignez-vous, hein, ça peut être sympa. Les réalisateurs, je les connais pas du tout. Pour le coup, c'est pas un mouvement que je connaissais. Mais très intéressant. Très intéressant. Il y a encore quoi comme autre mouvement? Bah, après le Dome 95, j'en ai déjà parlé. Hein. Après, je vais être honnête, il y a toute une partie du monde que j'ai un peu de mal à toujours me renseigner parce qu'en plus, à l'école, à l'université, c'est pas comme si on nous en avait parlé. Et ça, c'est un problème. En fait, moi, je pense sincèrement que nous sommes en Europe trop eurocentrés ou américano-centrés. Et du coup, par exemple, le cinéma asiatique en général, on n'en parle pas. Et du coup, en fait, ça crée une fermeture, je pense, chez certains. Et moi, personnellement, vu que c'est pas forcément un cinéma vers lequel je vais directement, ou même une culture vers laquelle je vais directement, et bah du coup, je loupe. Voilà. Et donc, je ne vais pas parler de la nouvelle vague japonaise, ni hongkongaise, ni coréenne, parce que c'est des sujets que je ne maîtrise pas. Et je crois que je n'ai vu aucun film en fait. Alors, tout simplement, je n'ai vu aucun film. Je connais même pas les réalisateurs, c'est une honte. Mais un jour, je vais me chauffer et m'intéresser à ça. Juste, en fait, c'est comme si je partais de zéro, quoi.
Et moi, ça me terrifie un peu de partir de zéro. Voilà. Je tenais à le dire, je pars de rien. Ah, par contre, attends, le. Ah non, ils disent le cinéma sud-coréen, j'étais en train de me dire, la nouvelle vague, elle a commencé tard, mais en fait, non, c'est genre. La nouvelle vague, elle a commencé en quelle année? À la fin de la dictature, donc la fin de la dictature, c'était en quelle année? Attends, par contre, ça a commencé en quelle année? C'est intéressant parce que là, on parle de réalisateurs qui sont toujours en activité, genre ils parlent de Park Chan-wook. J'espère que ça se prononce comme ça, parce que à la fin de la dictature, les réalisateurs sud-coréens va confronter la réaction du public envers les films tendant à la critique sociale. De ce fait, de plus en plus de jeunes réalisateurs ont passé par les films de genre afin de se libérer des traumatismes dus aux années de sacrifices. De ce mouvement insolite et de plus populaire vont se manifester des réalisateurs comme Park Chan-wook, qui est aujourd'hui considéré comme une star dans son pays. Mais du coup, attends, la dictature s'est arrêtée quand? Bon, bah, ils disent pas. Bah, dites-moi, par pitié, dites-moi quand est-ce que ça s'est arrêté la dictature, mais vous pouvez pas me dire. Ils me disent pas. La libération politique après 88. Ah, ok, après 88, du coup. Ah ouais, bah c'est assez. C'est pas si récent que ça en soi. Mais du coup, oui, oui, bon, après, il y a des films coréens qui sont connus quand même. Mais bon. Pour le coup, je connais. Il y a certains films que je connais, je suis pas non plus totalement. Voilà, genre. Quand même. Mais bon. C'est pas un cinéma que je gère, dans lequel je parle pas parce que du coup, je. Contrairement à certaines personnes, moi, je ne vais pas m'amuser de choses que je ne gère pas. Voilà, je le reconnais. Si je ne sais pas, je n'en parle pas. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Alors, à la base, moi, je voulais parler du cinéma underground pour la simple et unique raison que, bon, c'est marqué essentiellement américaine à l'origine, figurative sans être narratif, qui se situe au croisement entre divers types de cinéma indépendant de contestation, formel ou politique, liés historiquement à la contre-culture. Le terme fait florès, surtout. Le terme fait florès, surtout dans les années 1960. En fait, moi, je pense qu'on manque d'un cinéma underground en France. Parce qu'en fait, genre, putain, pourquoi j'ai viré la page? Je pense qu'on manque. Je pense qu'on manque de ça. Je pense qu'on manque d'un cinéma un peu à la marge, mais vraiment à la marge. Et des gens qui osent, en fait. Des gens qui disent, vas-y, je m'en fous. Et aussi, on manque potentiellement d'un fonds de financement de ce genre de cinéma. C'est-à-dire, en fait, que des gens se disent, j'ai le ok, excusez-moi, que des gens se disent, moi j'ai envie de financer un peu un truc alternatif, j'ai le ok. Alors là, pardon, c'est gênant. Attendez, je vais juste arrêter. C'est bon, je crois que j'ai plus le ok. Mais du coup, moi je pense, ouais, vraiment. Je pense qu'il faut vraiment faire revenir un cinéma en marge, un cinéma, enfin, faire revenir. En fait, tout le monde fait, d'une certaine façon, à partir du moment où toi t'es là, t'es chez toi et tu fais des films un peu en roue libre dans ton salon, là, techniquement, tu fais du cinéma underground, tu fais du cinéma en marge. Maintenant, voilà, la dimension politique, elle y est peut-être pas. La dimension, l'impact aussi, il y est peut-être pas non plus. Mais par contre, il y a quand même une volonté de faire quelque chose. Et moi, je pense sincèrement qu'il faut. Il faudrait valoriser ce cinéma-là. Et c'est pour ça qu'avec l'association La Médusa, en fait, on refuse par exemple les gens qui se font produire et tout par. Genre, quand tu vois apparaître au début du film le CNC, tu fais vas-y, tu vas te faire foutre avec ton CNC. Si tu t'es fait financer par le CNC, qu'est-ce que tu viens foutre là en fait? Casse-toi, reste chez toi. Genre, t'as pas besoin de moi. Et genre, ça m'énerve en fait. Et genre, alors que nous, en fait, on veut justement éviter ce genre de truc. Éviter les grosses prods là, les gens qui ont je sais pas qui là, qui ont financé leur film et tout, va te faire cuire un œuf. Même à la limite, un mécène si tu veux, ouais. Mais genre, ça m'intéresse pas plus que ça m'intéresse pas plus. Moi, je veux des gens qui font des films parce qu'ils ont envie de faire des films et qui le font sincèrement et qui le font avec le cœur et avec des convictions qui sont assez fortes pour proposer quelque chose de différent et dans cette différence, d'ambitieux, d'original, parfois d'expérimental et parfois même un peu genre brinque-ballant. Et c'est très bien. Genre, alors effectivement, nous, on a un peu une obligation, c'est de respecter une certaine qualité
pas forcément au niveau de l'image, mais plus au niveau du son, parce qu'un mauvais son, ça peut vite, voilà, créer quelques... En fait, ça crée des problèmes pour le reste de la projection, si d'un côté, on doit calibrer le truc dans un son, et puis après calibrer dans un autre, et tout ça. Peut-être, ça peut être dérangeant, je pense. Après, je pense que c'est pas un peu infaisable, mais voilà, ça peut être dérangeant. Surtout quand les films vont à la suite. Mais genre, ou alors que le son est juste dégueulasse. Après, si c'est une démarche et que le son est volontairement dégueulasse, là par contre, je suis chaud. Moi, je dis, allez, let's go. Le son est dégueulasse volontairement, l'image est dégueulasse volontairement. Bon, dégueulasse, c'est un terme parapluie, hein, vous avez compris ce que je voulais dire. Et moi, vraiment, je veux qu'on insiste réellement sur le fait que, avec la Médusa, on a envie, en tout cas moi j'ai envie, parce qu'après bon, moi je peux pas parler pour tout le monde, mais en tout cas moi j'ai envie quand même qu'on mette en place quand même ce cinéma alternatif et cette plateforme alternative et en fait que ça marche en fait. J'ai envie que les gens puissent faire leur film réellement et que en faisant ce film réellement, il y a un impact derrière. Genre, j'ai pas envie que juste, voilà, vous avez fait un film et puis il se passe rien derrière, quoi. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est la mort du cinéma, quoi. Et Et en fait, c'est malheureusement le problème qu'on a ici, c'est que pour faire exister un film, l'existence de ce film doit passer par certains canaux. Et genre, moi, ça me rend zinzin. Comment ça, pour pouvoir prétendent à certains trucs, et ben il faut que ton film a été sélectionné dans certains festivals et pas dans d'autres. Et puis, ça, ah, il faut que tu aies eu un prix pour ça. Ouais, puis il faut que ceci, puis il faut que cela. Mais va te faire foutre en fait. Ça crée une élite, ça crée juste une élite, ça crée juste un entre-soi absolument dégueulasse, proche de la consanguinité littéralement, puisque on est tous la grande famille du cinéma, c'est juste des gens qui se mangent la main dans la main et qui s'autosucent. Genre, c'est juste insupportable en fait. Moi, je peux plus envisager une place dans le cinéma dans des conditions aussi écœurantes en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ah, tu connais telle personne? Ah, bah, je vais te faire rencontrer telle personne. Ah, bah, du coup, attends, ton film, il doit passer par telle commission. Ah, et puis aussi, pour pouvoir faire ça, il faut que tu fasses ça. Ah, moi, je connais telle personne, bah, peut-être que cette personne-là sera faire partie du jury de tel truc. Ah, et puis nanani, et puis nana. Mais allez crever, en fait. Genre, vraiment, c'est juste insupportable et c'est juste écœurant. Vous voyez ce que je veux dire? Écœurant. Le terme est écœurant. En tout cas, la grande famille du cinéma m'écœure. En tout cas, en France, ça m'écœure. Et je comprends pourquoi les gens ont envie de se tirer. Après, ils finissent par le dire. Ah ouais, mais c'est des mieux en France, c'était plus simple. Oui, mais t'as vu déjà par quel système t'as réussi à passer pour réussir en France? T'as papoté avec qui en fait? T'as fait l'histoire avec qui? T'as dû être bestie avec qui? T'as dû faire des courbettes à qui en fait? Tu vois ce que je veux dire? Genre, hydratez-vous, buvez. Être aigri, ça donne soif. Moi, personnellement, j'adore dire moi personnellement, mais ça me rend chèvre. Ben voilà, ça me rend chèvre. Parce que je sais que il y a des gens qui font des films, des gens qui veulent faire des films. Et là, en l'occurrence, je parle absolument pas de moi parce que moi j'ai conscientisé ma connerie et du coup maintenant c'est bon, tu vois. Genre j'ai plus une vraie rage. Par contre, je sais qu'en fait, il y a des gens qui n'ont pas encore conscientisé ça, qui n'ont pas encore conscience de tout ce bordel et qui n'ont pas encore compris qu'ils allaient devoir se battre avec euh, beaucoup de gens. Ouais, j'ai compris assez vite. J'ai compris trop. J'ai pas compris assez vite, mais je me suis dit, non, mais moi, t'inquiète et tout. Et genre, une fois que genre, je me suis réveillée un matin et je me suis dit, par contre, en fait, le moi, t'inquiète et tout, il va peut-être pas se faire. Vous pouvez dire que je suis une grosse aigrie, je m'en fous. Mais en fait, genre, je pense aux autres. Je pense aux gens qui n'ont pas encore capté ça, capté cette difficulté et par lesquels on doit passer forcément pour, entre guillemets, euh, gratter à droite à gauche et potentiellement réussir à se faire financer un truc. Même avoir une promesse de financement. Je connais des gens, ils ont leur projet de film, ils les ont depuis. Soi-disant, ils sont dans des circuits en fait, donc ils ont ce truc en fait. Ça existe en fait, leur film existe. Officiellement, il existe. Le scénario est prêt, où il a été réécrit, il a été ceci, il a été cela. Le film, il est présent, il a une boîte de prod, il a ceci, il a cela. Et en fait, ça fait 10 ans. Il est où ton film?
Entre-temps, les gens, ils ont fait d'autres trucs. Mais genre, il est où le film, en fait? Et il y a des gens bien qui ne font plus rien, en fait. Genre, on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas où ils en sont dans leur vie, on ne sait pas où ils en sont dans leur carrière. Parce qu'en fait, ils sont rentrés dans ce système de ah non, mais pour absolument vivre, il faut absolument que je sois un vrai réalisateur ou une vraie réalisatrice. Enfin, c'est surtout les mecs qui ont plus de chance que les autres. Mais genre, il faut absolument que je passe par ce système-là, c'est super important, patati patata. Alors que tu peux juste te prends-toi. Pourquoi tu t'emmerdes pas à faire ton film toi-même? Alors oui, le budget sera pas pareil, oui ceci, oui cela, mais emmerde-toi à essayer de faire changer le système plutôt qu'essayer d'entrer dans ce système parce qu'en fait toi-même tu es une victime du système, mais tu continues de perpétrer cette victimisation des autres en fait. Et tu n'arranges pas le problème, tu fais partie de l'engrenage en fait. En acceptant de subir en fait cette violence et de subir cette connerie tout simplement, toi-même, ben tu fais ça subir à d'autres personnes et en fait genre et ça s'arrêtera jamais. Et on sera tous condamnés à ça. Et des gens rêvent de cinéma parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'autre moyen de s'exprimer quand dans des films. Et il y a des gens qui veulent euh, s'exprimer parce qu'en fait c'est important de s'exprimer. Ils ont une histoire à raconter parce que cette histoire importe. Cette histoire peut compter pour eux, elles, et pour les autres. Et en fait, parce que ces personnes sont des personnes potentiellement mises en marge. Quand je dis mis en marge, ça peut venir de n'importe qui. C'est des gens qui n'ont pas de contact, c'est des gens qui n'ont pas, qui débarquent, c'est des gens qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les épaules, qui n'ont pas le réseau, qui n'ont pas ceci, qui n'ont pas cela. Ces gens-là, on les tue. On tue leur projet et on les tue par la même occasion parce qu'en fait, ils ne peuvent pas faire ce film. Parce qu'en fait, il y a une monopolisation, un monopole de certains circuits en France et ça ne permet pas de faire des choses en marge. Ça ne permet pas. Parce qu'en fait, on va toujours te dire ah, bah le cinéma c'est compliqué, il faut passer par-ci, il faut passer par-là. Ah oui, bah moi ça fait 10 ans que je suis en train de préparer mon film et tout, j'ai une boîte de prod, mais c'est compliqué. Ah, bah moi je cherche un producteur parce que ceci, cela. Ah oui, bah moi je suis à ma 15e relecture et tout. Ah, mon film il a été acheté, mais je suis à ma 150e relecture, il faut que je change certains trucs parce qu'en fait ça plaît pas au producteur. À partir de ce moment-là, s'il te plaît, abandonne en fait. Genre, tu trouves un producteur, et le producteur il voit ton scénario et dit alors c'est bien par contre moi, personnellement, j'enlève toute cette scène et toute cette scène et toute cette scène. À un moment, il faut aller se faire enculer. Enfin, clairement, un peu de respect. Un peu de respect. Genre, je me fais chier à écrire un scénario, je me fais chier à trouver un producteur, je me fais chier à faire ceci, à faire cela. Et toi, t'arrives et tu me dis alors, le film, moi, je veux bien le financer. Par contre, c'est à mes conditions et c'est comme moi je l'entends. Elle va crever. À moins que le truc, il est complètement débile et lunaire. Dans ce cas-là, ok. Mais genre, on verra ça en montage, frère. On verra ça en montage. Le film, on le fait comme je l'entends, mais après, on décide, tu vois. On est d'accord. Alors, voilà, maintenant, si tu me dis, ouais, moi, dans mon film, j'ai mis une fusée et tout, bon, ok, là, mon gars, calme-toi. Mais genre, la plupart du temps, ils cut des trucs qui ils les arrangent, ou ils cut des trucs qui sont pas politiquement corrects aussi, il y a ce truc-là, en fait. Genre, pour certains films, après, pas pour tous. Après, il faut réussir à trouver sur la bonne prod, il faut réussir à avoir les reins solides, et il faut, je pense, il faut, ouais, connaître, il faut toujours connaître la bonne personne. Mais je pense qu'il faut dans tous les cas faire des concessions à chaque fois, et ça m'énerve. Donc, il est temps, il est temps, il est temps de faire bouger des choses. Et ça sera pour un prochain épisode, je pense, parce que j'aimerais bien que plusieurs personnes parlent de ça. Plusieurs personnes parlent de leur parcours, et plusieurs personnes parlent de ce problème. J'aimerais bien faire, genre, poser mon micro au milieu d'une table, et que les gens papotent, ça serait bien. Mais je sais pas encore quand est-ce que je vais faire ça, parce qu'il faudrait que je trouve des gens. Et surtout pas des gens boring. On dirait que j'ai dit Boeing. Donc ouais, voilà. Je vais m'arrêter là parce que je peux pas faire pause et j'ai envie d'aller aux toilettes. Voilà. Sinon je dois vous laisser pendant à peu près bah, le temps que je vais aller aux toilettes. Ça peut être c'est une durée indéterminée, hein, vous voyez. Euh, donc je peux pas faire ça. Donc je vais arrêter l'épisode maintenant parce que je pense que j'ai beaucoup dit. Et surtout j'ai envie de laisser euh, les gens parler en fait. Les gens, ils doivent parler aussi. D'ailleurs, avant qu'on se quitte,
Et je me retiens encore, mon périnée il est en béton là. Il y a. Il y a. Je vais sortir. Ça sera à la fin du mois de février, mais du coup, peut-être qu'entre-temps, ce podcast, là cet épisode sera sorti, je ne sais pas encore. Mais du coup, je vais sortir en collab avec la Médusa, puisque la Médusa a un Substack, un post sur un film que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas terminé pour l'instant, mais je le terminerai bientôt. C'est un film qui s'intitule Traité de Bove et d'éternité. C'est un film d'Isidore Isou, ou Issou, je sais jamais comment ça se prononçait, qui a été écrit et réalisé en 1951. Et c'est un film du cinéma lettriste. C'est un film assez particulier, mais aussi en fait qui rejoint ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est, il a une approche totalement radicale du cinéma. C'est qu'en fait, il considère que voilà, le cinéma en 51, pour lui, c'est devenu de la merde. En fait, en gros, voilà, c'est banal, il y a rien, voilà, il y a rien. C'est juste se faire de la thune et il y a rien. Voilà, c'est pas créatif, c'est se faire de la thune et on s'emmerde. Voilà, c'est juste des gros richoux qui font des films et voilà. Et lui, il propose une approche radicale qui est la suivante, c'est que pour créer un truc, il faut l'anéantir. Voilà. Donc en fait, il propose l'anéantissement du cinéma, dans l'anéantissement des fondements du cinéma pour créer quelque chose. Et, euh, et bon, ça me parle forcément puisque t'as... quand j'avais fait KO, genre la tagline c'était la plus belle forme de création, c'est la destruction. Et en fait, effectivement, voilà, pour pouvoir créer quelque chose, il faut le détruire. Et, euh, et en fait, enfin, du coup, Traité de Bave et d'éternité, c'est un film que moi je trouve assez fascinant, c'est intéressant. Et une expérience, voilà. Faut quand même, il faut quand même adhérer au délire, et je pense que pas tout le monde pourrait apprécier le film en lui-même. Après, les gens en général aiment pas le fun, mais ou aiment pas la radicalité. Mais film très intéressant et du coup, il y aura un petit article là, comme ça sur Substack sur ce film-là, parce que voilà justement, moi je pense que c'est toujours d'actualité, c'est encore plus autant d'actualité que là le cinéma en fait. C'est déjà en 51 Isou, franchement je sais pas. Isidore, on va l'appeler Isidore. Désolé, on va se permettre de l'appeler par son prénom. Isidore, il voyait qu'il y avait vraiment une mort du cinéma un peu. Une trop grosse production cinématographique liée à la thune et à un manque de créativité assez aberrant. Imaginez ce qu'on voit maintenant. Alors, il y a qu'un circuit pour faire des films, et en plus de ça, les films ils sont boring. Donc, ouais, je sais pas, genre, il y a un manque de créativité. Pourtant, c'est pas comme si les gens ils étaient pas créatifs, hein. Franchement, des fois, je vois des gens qui s'abonnent sur Insta à la Médusa ou qui s'abonnent à mon compte, et je me dis, putain, ils font des trucs comme ça, waouh, quelle classe et tout. Mais voilà, ça reste des circuits, ça reste des trucs, ça reste des machins, et ouais. Mais du coup, on aura l'opportunité d'en particulier, si tu veux, Morgane. L'opportunité d'en parler avec d'autres personnes, ça pourrait être très chouette. Et puis bah voilà, on va se quitter ici. Encore un épisode plein de sel et d'aigreur et de joie de vivre, n'est-ce pas? Mais au moins, je parle de choses intéressantes, c'est-à-dire le cinéma. Pour un coup, je raconte pas ma life. Ouais, bravo Morgane, c'est bien, continue comme ça, c'est super. Et on se retrouve pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous hydrater, c'est important. Et puis j'espère que votre petite vie ça va. Et si vous avez un projet, emmerdez le CNC, faites-le vous-même. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et puis si vous avez envie de le projeter, eh ben, la médusa est là. Hein. N'oubliez pas, la médusa est là pour vous. Elle vous prend dans ses bras, elle vous fait des petits câlins comme ça, très mignon. Bref, bye, bye bye, bisous.